Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau club des entrepreneurs. La croissance redémarre et les entreprises qui veulent recruter disent rencontrer les pires difficultés pour embaucher sur des postes à pourvoir immédiatement. Cela fait des années, voire des décennies que l'on parle de métiers en tension, mais avec le retour de la croissance économique, le sujet devient crucial dans beaucoup de secteurs. TLM a donc décidé d'y consacrer son club des entrepreneurs de ce soir. Ces entreprises qui veulent recruter et qui n'y arrivent pas, c'est le thème de notre émission avec 5 intervenants sur ce plateau. Tout d'abord, Philippe Valentin, président de la délégation de Lyon de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi, bien sûr, chef d'entreprise. Avant tout. Voilà, dans le secteur du bâtiment. Merci d'être avec nous. Également, Daniel Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du partenariat du développement économique pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça? Tout à fait. Et ça regroupe quelles activités? Les activités effectivement de relations extérieures avec les entreprises, avec les partenaires que sont la région, les CCI, les chambres de métiers, mais aussi les agents d'emploi, donc l'intérim et puis enfin toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le recrutement et pour justement arriver à fournir toute la main-d'œuvre dont nous avons besoin dans les entreprises aujourd'hui. Alors justement, vous évoquiez l'intérim. On a un représentant d'une entreprise importante dans cette région, une entreprise lyonnaise, Jérôme Rieux, directeur général du groupe Adéquat. Bonsoir. Voilà, en quelques mots, Adéquat. Eh bien, Adéquat, d'abord, c'est une entreprise lyonnaise qui a été créée par Jean-Marc Brun, voilà, qui est encore fortement présent dans le groupe puisqu'il l'inspire. Adéquat, c'est 250 agences en France d'emploi. 2 marques importantes, une pour le travail temporaire et une pour le recrutement. Et puis c'est une entreprise qui est dynamique, qui fourmille de projets, avec actuellement la finalisation de 2 acquisitions à l'international, une au Canada, une en Irlande. On avait démarré la Belgique l'année dernière, donc le groupe va bien et elle rencontre effectivement les problèmes que vous venez d'évoquer. Et dont on va parler plus en détail maintenant. Ce soir, bien sûr. Merci beaucoup. Franck Petit-Demange est avec nous également, directeur régional du groupe Actual. Bonsoir. En quelques mots, ce groupe Actual. Alors, le groupe Actual, c'est aujourd'hui 210 agences. C'est aussi des cabinets de recrutement, ce qui s'appelle Actis. Et puis avec un développement aussi, un fort développement économique, où on a aussi fait de la croissance externe récemment. On vient de reprendre un groupe sur les Antilles, les DomTom. Donc on est vraiment dans une démarche de développement. C'est un groupe qui est aujourd'hui en fort développement. Et puis avec nous aussi Éric Monget, notre partenaire média, Flash Info, qui nous donnera quelques informations publiées récemment sur des entreprises qui recrutent, bien sûr. Oui, bonsoir. En effet, beaucoup d'informations dans des domaines d'activité variés. Voilà, donc que des bonnes choses en fait. Voilà, on dira tout ça à la fin pour garder le suspense. À vos côtés, Corentin Raymond, délégué général des écoles de production. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Les écoles de production, 25 écoles au niveau national qui travaillent sur les métiers en tension, principalement le bâtiment, l'industrie, la restauration et maintenant le digital aussi, le numérique. Très bien, merci à vous. Merci bien sûr aussi aux étudiants nombreux présents dans le public ce soir. Étudiants de l'ESSEMA, de l'IDRAC, de Digital Campus, de l'IFAC, de l'EFAP, de Made in et de l'ISCOM. Merci à eux d'être présents. Bien sûr, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Club des entrepreneurs. On va peut-être commencer par un état des lieux, Daniel Meyer. Quand on parle de ces entreprises qui ont des difficultés à recruter, de métiers en tension, on parle de combien d'emplois alors à l'échelle de l'ensemble du pays et à l'échelle de cette région Auvergne-Rhône-Alpes? Donc notre directeur général Jean Basser est intervenu à nombreuses reprises depuis quelques temps déjà sur les difficultés de recrutement et donc ce qu'on appelle un peu pudiquement les offres non pourvues qui correspondent très exactement en fait aux offres où l'entreprise a abandonné son recrutement parce qu'elle n'a pas trouvé de personnel. Ce nombre aujourd'hui dans les offres que nous traitons est de 150 000 offres par an. Donc sur l'année 2017. En réalité, on sait bien que nous ne traitons pas toutes les offres, puisque au niveau de notre système d'information, nous avons un système d'agrégation des offres qui permet, sur le site pôle emploi.fr, à la fois de traiter et de présenter les offres que nous recueillons à Pôle emploi et les offres partenaires. Et dans ce cadre-là, l'évaluation qui est faite par notre direction statistique est plutôt aux alentours entre une fourchette de 220 000 à 330 000 offres.
Donc on voit effectivement l'ampleur. Voilà. On entend parler de chiffres parfois qui montent à 300, 400 000. 330 000, on n'est pas loin de ce qu'on entend. Voilà. Donc c'est la fourchette haute, je dirais, aujourd'hui. Mais on va voir effectivement que peut-être ce chiffre peut encore augmenter. Donc clairement, si on raisonne 3,5 millions de chômeurs, ça veut dire qu'il y a quand même 10% de chômeurs qui, théoriquement, pourraient trouver un emploi tout de suite. Qui est tenu depuis des années, effectivement, et l'adéquationnisme aujourd'hui entre la demande d'emploi et l'offre d'emploi n'est pas aussi simple, mais je pense qu'on va en parler par la suite, parce que c'est pas simplement une équation mathématique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on en parlera sans doute aussi, sur la demande des entreprises. Et si on raisonne à l'échelle de la région ? À l'échelle de la région, on est entre 28 000 et 46 000 offres qui n'ont pas, effectivement, qui ont été abandonnées par les employeurs, faute de candidats, pour différentes raisons, parce que soit le candidat n'avait pas la formation, n'avait pas l'expérience, n'avait pas le diplôme. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'offre a pu être abandonnée. Alors je voulais juste remettre dans le contexte, donc 28 000, 46 000 offres franchement abandonnées, non pourvues par rapport quand même sur le site pôle emploi.fr, après 1 million d'offres en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont passés par le site entre nos offres et les offres agrégées. Donc très exactement 488 000 passés par Pôle emploi. Donc on voit effectivement, même si ces chiffres est important, il faut le remettre aussi dans le contexte général où nous complétons cette analyse aujourd'hui parce que nous appelons ce qui existe depuis très longtemps, qui est une étude déjà faite avant la création de Pôle emploi, notamment avec le CREDOC, aujourd'hui qui s'appelle BMO. Besoin de main-d'œuvre que nous faisons chaque année, qui se fait entre octobre et décembre, et dont les résultats sont connus au mois d'avril. Donc je n'ai pas les résultats en avril pour cette année. Par contre, j'ai les résultats de 2016, sur lesquels, évidemment, nous interrogeons les entreprises par rapport aux besoins en 2017. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que globalement, on avait déjà plus 5% de déclarations d'embauche, de déclaration de volonté d'embaucher quelqu'un en début 2017, donc pour l'année 2017 par rapport à l'année 2016. Et quand on leur pose la question aux employeurs, aux recruteurs, est-ce que votre recrutement sera difficile, de 38%, on est passé à 40% de gens qui estimaient déjà, donc en fin 2016, que le recrutement en 2017 sera difficile. Donc on voit que cette croissance a déjà une petite histoire et qu'elle est en train peut-être de s'emballer. Voilà, on peut dire que clairement c'est quelque chose que vous mesurez du doigt tous les jours. Alors Philippe Valentin, à la fois avec vos responsabilités à la Chambre de commerce et d'industrie et puis en tant que chef d'entreprise. Oui, tout à fait. C'est assez inédit, c'est que le climat est bon, la confiance elle revient. Dans le bâtiment, on la mesure tous les jours. Et il y a un paradoxe, c'est qu'on pourrait supposer que c'est super, ça y est, on est sur une lancée. Et quoique, au niveau de la correspondance par rapport à avoir des ressources, des nouvelles ressources, ça coince et ça coince. Donc c'est assez déstabilisant parce que la préoccupation première, c'était de prendre des affaires. On les a, les carrés de commandes sont plutôt bien remplis. Et c'est la difficulté de pouvoir les réaliser. Donc avec toutes les peines du monde, pour des questions diverses et variées, donc qui va être débattues. C'est assez perturbant parce que ça fait, dans le bâtiment, ça fait quelques années où on est plutôt dans la souffrance. Et là, il y a un go qui est parti et puis on est scotché un petit peu parce qu'il y a la matière qui est pas là et des gens de talent, ça ne remet pas en question les personnes, mais c'est une vraie difficulté au quotidien. Jean Morieux, c'est quelque chose que vous mesurez bien sûr aussi tous les jours. Alors quand il y a reprise économique, on commence déjà peut-être par faire appel à l'intérim avant de peut-être recruter en CDI. Effectivement. Forte demande pour vous. Dans notre métier, en fait, nous sommes très tributaires de la bonne santé des entreprises. En fait, dans notre activité, on amplifie les phénomènes. Quand une entreprise va bien, on va bien. Quand elle va mal, on va très mal. Nous, on est toujours un petit peu aux extrêmes et on est rarement dans une situation qui nous permette de répondre favorablement à l'ensemble de nos demandes. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on cumule un petit peu deux données. D'une part, la reprise économique qu'on a évoquée. Quand une entreprise a un carnet de commandes qui est important, eh bien, en fait, soit elle sous-traite, soit elle embauche. Et donc, elle fait appel à des entreprises comme nous. Ajouter à cela à la dynamique du groupe, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes et qu'il est très frustrant de ne pas pouvoir les satisfaire dans son ensemble. Ça concerne d'ailleurs, y compris le groupe Adéquat qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est en pleine forme, recrute. Et même nous,
parfois on a du mal à trouver les personnels nécessaires. Ce qui fait qu'en fait on observe une situation assez inédite où finalement le rapport de force a complètement changé. Auparavant, une entreprise, elle cherchait ou elle séduisait les compétences spécifiques. Aujourd'hui, en fait, c'est le candidat, et quelle que soit sa qualification, qui a le choix. C'est plus l'entreprise qui choisit son candidat. Absolument. C'est le candidat qui. Absolument. Et donc, il faut probablement repenser, et on l'évoquera, notre façon de parler aux demandeurs d'emploi. Et de se dire comment on peut essayer de faire correspondre un peu ces demandes. Entre d'un côté, c'est un paradoxe complètement dingue, vous avez des entreprises qui ont des emplois à proposer, de l'autre, des gens qui sont sans emploi, et c'est un vrai drame. Et donc il y a probablement des attentes de la part des demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à rejoindre celles des entreprises, d'où le rôle de tous les acteurs qui interviennent dans le monde de l'emploi, comme le groupe Adéquat, pour essayer de fluidifier et de créer les conditions pour qu'on arrive à faire correspondre un besoin d'un entrepreneur et de créer des conditions de rêve pour les demandeurs d'emploi. Sans doute la question aussi de la formation en tant que telle. Alors oui, on aura l'occasion d'y revenir. Franck Petit-Demange, à votre niveau, vous mesurez que c'est un problème d'une ampleur de plus en plus importante? Oui, c'est un problème évidemment général, hein. C'est vrai qu'on le mesure. On est en plus dans une région extrêmement dynamique, hein. La région Rhône-Alpes, c'est quand même le deuxième bassin économique français, donc c'est évident que sur un bassin comme le nôtre, on le ressent peut-être encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se doit d'être innovant, parce que sinon, le défi va être vraiment très important dans l'avenir, et pas dans l'avenir dans 10 ans, hein, dans les 5 ans à venir, on va tomber vraiment sur des problématiques encore plus importantes. Et on se doit aujourd'hui d'être innovant, de s'unir un peu tous pour trouver des solutions et répondre à ces problématiques, sachant, on sait que dans les 5-10 ans à venir, la majorité des métiers émergents qui vont arriver ne sont pas encore connus, et donc il va falloir révolutionner un peu le monde du travail et les compétences, puisque c'est vraiment un problème de compétences. Clairement, on dit qu'aujourd'hui, il y a la moitié des métiers qui ne sont pas connus, oui, pas identifiés encore. Oui, on dit qu'il y a à peu près 50% des métiers qui ne sont pas encore identifiés dans les années à venir. Et aujourd'hui, c'est vraiment le problème de compétences, on en parlera, mais si vous regardez le dernier rapport de l'OCDE qui est sorti au mois de septembre, la France est classée sur l'ensemble des pays qui ont été analysés avant-dernier sur les compétences. Donc c'est juste dramatique. Et il y a une situation d'urgence à laquelle on doit répondre absolument dès maintenant en trouvant des solutions sur les problématiques, certes immédiates, mais aussi se projeter, hein. Il faut aussi penser au moyen terme et long terme, puisqu'on peut anticiper certaines choses. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un manque d'anticipation dans certains domaines. Et on peut dire que la situation est encore plus compliquée dans des départements où il y a faible taux de chômage. Je pense à Alain qui est à côté du Rhône, oui, bien sûr. Haute-Savoie aussi. Bien sûr, Haute-Savoie, oui, parce qu'il y a la proximité de la Suisse et donc c'est un département avec un taux de chômage à 5%, qui est vraiment très faible, l'un pour d'autres raisons, mais ce sont des bassins en effet qui sont compliqués. Et aujourd'hui, on se doit d'apporter justement un peu d'innovation, mais dans différents domaines dont on viendra tout à l'heure. À la fois, en effet, sur les recrutements auprès des candidats, où il faut révolutionner les choses, c'est certain. Et puis auprès des entreprises aussi, où il faut apporter une posture plutôt de conseil avec une vision globale telle que l'on peut avoir dans nos différents métiers, pour pouvoir apporter des réponses différentes et bousculer un petit peu les idées préconçues sur les méthodes de recrutement. Alors ça veut dire qu'il faut revoir beaucoup de choses au niveau de l'offre en termes de formation Oui, je crois qu'au-delà de l'offre de formation, il faut aussi préciser qu'il n'y a pas que les métiers émergents, il y a aussi que les métiers qui existent aujourd'hui, dont on a une certaine représentation, ont évolué. Il y a beaucoup de métiers qui sont devenus beaucoup plus techniques. On demande beaucoup plus de choses au point de vue des compétences, beaucoup plus de compétences, des compétences aussi, des compétences professionnelles du style relations humaines, travail en groupe, etc. Des compétences numériques éventuellement. On demande effectivement, les métiers ont tous évolué. D'où effectivement la nécessité non seulement de faire évoluer la formation, mais de faire évoluer aussi peut-être la posture des personnes. Alors vous parliez tout à l'heure effectivement du rapport de force qui s'inverse entre la personne, je dirais, du chercheur d'emploi, je dirais même pas du demandeur d'emploi, puisqu'en fait, il y a aussi ce mouvement, ce flux entre les entreprises, les personnes changent aujourd'hui assez rapidement. Je rappellerai juste que, parce que nous sommes quand même voisins avec nos amis italiens, en Italie, les demandeurs d'emploi, c'est l'offerta, et l'offre d'emploi, c'est la demanda. Les choses sont inversées depuis longtemps. Vous me direz, c'est une façon de présenter les choses. N'empêche qu'on est en train d'aller là-dessus, et je trouve que c'est intéressant parce que finalement,
un chercheur d'emploi, un demandeur d'emploi, il doit pouvoir offrir des services, il doit pouvoir être capable de dire ce qu'il est capable de faire à l'entreprise. Et ça, on a besoin de travailler au-delà aussi du CV, et effectivement, ça, c'est en train de se révolutionner aussi avec les réseaux sociaux, avec tous les outils numériques qu'on a, puisque nous, Pôle emploi, on essaye de développer quelque chose que j'estime aujourd'hui très en avance par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays ou par d'autres partenaires, c'est Pôle emploi, l'Emploi Store, qui permet aujourd'hui, sur n'importe quel smartphone, d'avoir accès à la bonne formation. Vous pouvez avoir toutes les formations, le taux de reclassement à la fin de la formation, vous avez les offres d'emploi, vous avez plein d'informations. Donc on passe aussi à l'ère du digital pour accélérer la relation entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Franck Petit-Demange. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'ère de la digitalisation, le numérique vient révolutionner les choses. Et donc, dans le groupe actuel, aujourd'hui, on a mis en place justement cette méthode différente aussi. Quand je parle d'innovation, c'est aussi ça. C'est se dire comment est-ce qu'on peut recruter aujourd'hui les nouvelles générations, ou pas les nouvelles générations d'ailleurs, qui ont un smartphone et qui ont envie de pouvoir être informés, pouvoir être recrutés différemment. Il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le recrutement sur CV, avec les diplômes, etc., est-ce que c'est encore adapté? Ça ne veut pas dire qu'on doit le supprimer. Est-ce que c'est encore adapté aux méthodes et aux besoins des entreprises aujourd'hui avec cette problématique qu'on rencontre. Donc aujourd'hui, on a un outil aujourd'hui qui s'appelle onvabosser.fr, en effet, qui permet aux candidats de s'inscrire en remplissant un questionnaire. On ne parle pas de CV, c'est un questionnaire. Les entreprises font de même, donc c'est ouvert à tout le monde. Elles remplissent un questionnaire. Et puis il y a une intelligence artificielle qui va matcher pour voir si les comportements, il y a beaucoup de savoir-être dans ce questionnaire, le comportement, la motivation, des valeurs aujourd'hui de comportement vont matcher avec les entreprises et puis ils vont se mettre en relation, tout simplement. Et ça se fait avec un smartphone. Donc c'est vrai qu'on va une sorte de place de marché. Oui, bah oui. Et ça, on va avancer de plus en plus vers ces moyens dématérialisés. Avec, je pense en effet que le CV aujourd'hui va être remis en question. Est-ce que c'est encore valable? C'est une question. Voilà. Peut-être. Sur la question de la formation, clairement, ça veut dire qu'il y a quand même un problème d'adéquation entre les demandes, les besoins des entreprises et les personnes qui sont en capacité en recherche de travail et qui n'ont pas les formations adaptées à l'entreprise. Alors le constat, des fois, moi ça me fait de la peine parce que on est entouré de jeunesse et c'est très péchu, les gens sont volontaires, ils veulent créer des entreprises, donc il y a quand même une mutation. Avant c'était plutôt la sécurité de l'emploi, là on n'a jamais eu autant de jeunes qui veulent créer leur affaire. Donc chapeau et insister à aller à fond. Et ce qui est dramatique, c'est qu'avant, on est dans un mouvement où ça va de plus en plus vite. Moi, je parle par exemple du bâtiment avec la transition numérique. C'est un domaine assez stéréotypé, ancestral, avec des traditions, et c'est en train de tout exploser. Voilà. Donc on assiste à, y compris dans le bâtiment, et ce qui est très perturbant, c'est que des personnes d'un certain âge qui n'ont pas connu la mouvance de l'informatique, ça pourrait se comprendre, mais là on voit des jeunes qui sont en décalage, parce que dans leur formation, la formation n'est pas en adéquation par rapport à la rapidité de transformation de l'activité. Ils arrivent en disant, bah là, moi j'ai une bonne formation, j'ai appris ça, etc. Mais de ce que vous me parlez, j'ai rien vu. Parce que la constante de temps, elle est de 2-3 ans. Et pour monter à une formation, c'est relativement long. Donc on met en difficulté, parce que c'est toujours le même dilemme, est-ce qu'il y a le développement personnel sur la formation, pour que la personne soit bien construite, avec des fondamentaux forts pour qu'elle puisse apprendre à apprendre, et puis la pertinence par rapport à un futur job. Et on navigue dans tout ça, quoi. Et quand vous avez un jeune qui est bien structuré, qui est motivé, mais qui a un handicap à tel point, c'est que nous, on a initié un centre d'expertise sur le numérique, sur le BIM, pour ne pas le citer, où je prends des jeunes qui sortent des formations et uniquement pour pouvoir être crédible sur une embauche, sur un entretien, en disant est-ce que je pourrais avoir une petite culture là-dessus, parce que systématiquement, on me pose de plus en plus ce type de questions. Et c'est là que c'est emblématique par rapport à la jeunesse, et l'alternance, c'est un vrai sujet. La connexion avec le monde de l'entreprise fait que les jeunes sont plus armés, et je crois que c'est une voie... Il faut aussi peut-être faire attention à ne pas former des gens sur des métiers qu'ils n'ont pas envie de faire. Ouais. Aujourd'hui, dans l'inconscient, on a beaucoup de préjugés sur certains métiers. On prend par exemple prenons l'exemple par exemple de l'industrie. L'industrie aujourd'hui réembauche, c'est vraiment une bonne nouvelle.
c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'inconscient, l'industrie, c'est sale, c'est de la graisse, alors que si vous rentrez dans un atelier, il y a beaucoup de technologie, il y a de la lumière, c'est propre par terre, il y a des carrières. Donc en fait, l'attractivité d'un métier, c'est quelque chose qui est nouveau et qu'il est nécessaire de prendre en compte avant d'imaginer de la formation. C'est vrai que quand on parle des générations nouvelles, et de la confrontation par rapport à leurs attentes. Vous parliez tout à l'heure de leurs besoins de créer des entreprises et d'être entrepreneur. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de jeunes avoir envie d'intégrer des entreprises qui font rêver, parce qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes, je suppose qu'ils ont envie que leur vie professionnelle soit le prolongement de leur vie personnelle. On doit se réaliser. Et donc, en fait, ce qu'ils ne trouvent pas dans une entreprise, eh bien, ils le créent. Ils se mettent en freelance, ils se mettent auto-entrepreneurs, ils rêvent d'aller dans une start-up. Et donc c'est vrai qu'il y a des entreprises qui doivent faire un peu la révolution, ou des secteurs d'activité qui doivent faire un petit peu leur introspection sur leur niveau d'attractivité. Si on prend par exemple exemple alors je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait, mais prenons l'exemple d'un secteur comme l'hôtellerie et la restauration, qui est en forte tension, dont l'image a quand même pas mal évolué. Vous avez vu, encore hier soir, il y avait une émission Top Chef. Ça redonne un peu des lettres de noblesse à un métier, et ça le rend un petit peu plus attractif. Quand vous avez des appellations qui datent de 50 ans, quand vous êtes chaudronnier, soudeur, c'est vrai que c'est des métiers, il faut peut-être repenser à la façon de donner envie aux jeunes de faire un métier technique. Et puis, il faut aller en fait au-devant des gens. Nous, on a développé effectivement une relation avec nos candidats qui est différente. En fait, au lieu de leur présenter une annonce et de leur demander de répondre pour espérer un jour que les planètes s'alignent, en fait, on leur demande de nous adresser un CV avec des compétences qui sont décodées et qui leur renvoient le poste qu'ils ont à pourvoir. Parce qu'en fait, ils n'osent plus peut-être postuler sur certains postes parce qu'ils n'ont pas le background. Et le fait d'imaginer que demain, on va faire plein de métiers, il faut qu'on s'adapte, et il faut que les formations professionnelles permettent qu'il y ait beaucoup d'adaptabilité tout au long d'une vie professionnelle. Il y a aussi à faire évoluer les mentalités au niveau des parents, peut-être aussi, qui se disent, bon, je n'ai pas envie que mes enfants soient plutôt dans, justement, quand vous évoquiez l'industrie, je n'ai pas envie qu'ils fassent de l'apprentissage. C'est évident que l'éducation a beaucoup à jouer, mais l'éducation à tout niveau. Je veux juste revenir 2 secondes sur l'aspect formation qui me semble important. Je pense que la formation, c'est un moyen, et que ce moyen, on doit l'adapter aux besoins. Et donc, on doit faire des formations aujourd'hui plus adaptées aux besoins des entreprises, voire des entreprises précises, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une entreprise a besoin, de quoi elle a besoin précisément dans son entreprise, et d'adapter la formation à une entreprise par rapport à son besoin propre, plutôt que de faire une formation générale qui va donner une base, mais qui ne va pas forcément s'adapter à l'ensemble des entreprises. Et l'attractivité, vous le disiez, je pense que c'est vraiment un des critères les plus importants aujourd'hui. Dans les recrutements que l'on voit, l'attractivité, toutes les générations, et même toute personne qui vient nous voir, nous parle d'attractivité. Et ça doit se faire aussi dans les entreprises. On doit se poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis compétitif? On parle de compétitivité, mais on parle de compétitivité financière. Mais est-ce que je suis compétitif? Est-ce que je suis compétitif sur l'aspect humain, donc attractif pour les candidats qui veulent venir travailler chez moi? C'est quoi mon attractivité aujourd'hui? Si on ne répond pas à cette question, et si on ne se met pas face à cette question, qui n'est pas simple pour un patron d'entreprise, eh bien, en effet, on va avoir des problèmes, parce que si on n'est pas attractif et qu'on propose juste un CDI, je mets juste, c'est quand même énorme, évidemment, de proposer du travail. Mais est-ce que ça répond aux besoins intrinsèques aujourd'hui des gens qui veulent venir travailler, de la nouvelle génération, qui parlent de bien-être au travail, d'enrichissement, etc. C'est pas sûr. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'en effet, l'éducation reste aujourd'hui quelque chose d'incontournable. Les parents, bien sûr, mais il y a aussi, je pense que dans notre pays, on a tendance à mettre rapidement les gens dans des cases. Et l'éducation nationale, alors je vais partir de l'éducation nationale, quand on commence à être formé, quand on rentre dans l'école, je pense qu'il faut aussi tenir compte et envoyer les gens vers des cursus qui vont correspondre aux bassins et aux besoins du pays dans lequel on est. Si on forme des gens et qu'on les envoie sur des diplômes où on sait que quand ils vont sortir, ils n'ont pas de travail, ça n'a pas de sens en soi. Et donc il faut aussi peut-être repenser un ensemble de choses pour qu'on puisse former des gens adaptés aux besoins du marché. Ce rapprochement des écoles et des entreprises, j'ai envie de dire, ça fait des années, des décennies même qu'on en parle.
Est-ce qu'on peut dire que les choses bougent, avancent de ce point de vue, ou est-ce que ça reste une pétition de principe? Non, très franchement, aujourd'hui, on a signé une convention avec la région le 19 janvier, dans laquelle, notamment, on précise qu'on met nos moyens en complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de savoir vraiment complémentarité par rapport notamment aux besoins des entreprises. Alors, il faut bien faire la différence, vous l'avez justement dit, il y a l'éducation nationale, il y a les formations pour adultes, la formation professionnelle, et tout ça doit se compléter, plus les partenaires sociaux par l'intermédiaire du compte personnel de formation, qui permet à un salarié aussi, ou à un demandeur d'emploi, de financer une formation complémentaire. On appelle aussi la formation tout au long de la vie. Voilà. Et formation tout au long de la vie. Donc tous nos conseillers ont suivi d'ailleurs une formation eux-mêmes assez importante sur cet accompagnement. Et aujourd'hui, c'est même notre leitmotiv, puisque globalement, nous sommes passés de ce qu'on appelait le répertoire opérationnel des métiers, le ROM, qui mettait les gens dans des cases et des métiers très précis, sur une analyse par compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans notre système d'information, et bientôt les demandeurs d'emploi pourront effectivement rentrer des choses très précises sur des compétences qu'ils ont, de façon, comme vous disiez très justement, pouvoir partir de ces compétences et voir ce qui ne matche pas avec le besoin de l'entreprise et avoir une certaine agilité dans la formation professionnelle, de façon à pouvoir compléter les compétences par une formation éventuellement courte, pour que la personne ait les bonnes compétences et soit embauchée dans l'entreprise. Alors ça existe déjà sous la forme de ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi, qui sont soit financées par Pôle emploi, soit par les OPCA. Donc c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui de l'adaptation au poste, qu'on utilise beaucoup, mais qui, je pense, dans les mois qui viennent, vont être de plus en plus utilisés, parce que pour cela, il faut que l'entreprise soit en capacité de dire voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce que je suis en capacité de prendre, et les demandes d'emploi que j'accepte de recruter, de s'engager, dire bon, on va les former et on les embauche. Ça veut dire aussi que, au-delà du digital dont on vient de parler, des outils qu'on a, parce qu'on a aussi des outils à Pôle emploi, on a sur YouTube, globalement, toutes les formations, vous avez un film de 3-4 minutes qui présente une formation, mais qui ne présente pas par un conseiller Pôle emploi, qui est bien présenté par un professionnel. Et donc derrière, effectivement, à partir de ces compétences, on peut construire des parcours et être au plus près des entreprises. Alors avant la formation, il y a aussi la question de l'orientation. Hein. On a vu les difficultés d'APB à cette présente rentrée. Est-ce que ça veut dire, par exemple, alors il y a un nouveau système qui va se mettre en place, qu'il faut limiter le nombre de places pour des études en sociologie, en psychologie, parce qu'il y a moins de débouchés, clairement. D'un point de vue chef d'entreprise, c'est vrai que c'est perturbant de voir un jeune qui s'est investi dans un cycle de formation lourd, et à la fin, la promesse qui était forte, où il met beaucoup d'espoir, s'arrête parce qu'il y a une réalité qui est là, et souvent d'un point de vue social, personnel, ça affecte énormément. Donc il faut savoir raison garder. Après, c'est toujours la même difficulté entre le développement personnel sur le rôle de ce qu'on doit faire au niveau du public, hein, de former une personne, et puis la pertinence d'être en correspondance par rapport à un travail, c'est des décennies. Je crois qu'il faut changer de logiciel, et effectivement, on est dans un monde, après, on l'accepte pas, qui va de plus en plus vite, on est dans l'immédiateté, donc les jeunes ont un comportement, une approche par rapport au travail qui est très spéciale, mais ça se trouve, ils ont raison. On était dans l'approche de on travaille au niveau de la formation, au vu de ça, on réussit, alors que là, il y a un équilibre de vie entre je veux bien travailler, mais je veux un bien-être aussi, une continuité. Donc ça, il faut l'intégrer, c'est pas facile pour nous. Hein. Et au niveau de la sélection, c'est l'agilité, juste pour sans faire de publicité sur la CCI, mais c'est très révélateur, c'est qu'on détecte un besoin, par exemple les développeurs informatiques, où il y a une carence patente, et on se dit la transition numérique, c'est super, et on ne trouve personne. Le temps de détecter le marché en disant voilà, il y a une demande, est-ce qu'elle est éphémère ou est-ce qu'elle est durable dans le temps? Là, elle est durable dans le temps. Et on arrive à mettre des dispositifs cohérents en 18 mois. Vous mettez ça sur un système classique, mais 18 mois, c'est tout simplement impensable.
Voilà, donc c'est ça qu'il faut tout repenser et puis voir la relation effectivement et l'entreprise aussi a son mea culpa à faire. Parce que alors là, il y a eu des initiatives aussi avec la région, l'école 101, l'école de codeurs. Alors il y a des entreprises aussi qui prennent des initiatives. Hein. Je pense à LDLC par exemple, qui a créé une école sa propre école de formation. Oui, et puis moi aussi, j'ai créé mon petit centre d'expertise, parce qu'à un moment donné, on prend le taureau par les cornes, puis on dit, voilà, on ne trouve pas, il y a un marché qui s'ouvre, pas moyen de trouver les compétences là-dessus, allez, pourquoi pas, on se lance, et puis avec des chefs d'entreprise, on crée nous-mêmes, parce qu'on ne trouve pas le support pour avoir des jeunes dessus. C'est vrai qu'on subit, je vous rejoins assez sur la partie, sur l'éducation, on subit un petit peu les conséquences de le bac pour tous, donc en fait de favoriser des filières généralistes. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai envie de rester en tout cas très positif, parce que quelqu'un qui est bien formé, qui a la tête bien faite, qui a appris, on peut observer, prenons l'exemple d'un métier comme la logistique par exemple, qui a été à un moment donné un métier refuge, voilà, il y a des potentialités, c'est un métier qui est difficile. On voit arriver parfois des jeunes qui ont un bac plus 4, un bac plus 5 pour faire un métier entre guillemets basique au départ et qui se retrouvent au bout de 2 ans manager d'une équipe de 10 personnes et au bout de 4-5 ans parfois second ou patron d'un entrepôt. Donc finalement, l'éducation, quand elle est généraliste, elle donne aussi la capacité à apprendre et elle donne aussi la capacité à s'adapter. Je ne sais pas, autour de ce plateau, qu'est-ce qu'on a fait tous comme études pour finalement en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc ce qui est important au départ, c'est que la formation et l'éducation soient globalement bien faites et que surtout, on casse les codes. Alors on parle beaucoup de l'alternance, de l'apprentissage, hein, avec la réforme de l'apprentissage qui est en discussion au niveau du gouvernement. Est-ce que c'est, et le fait qu'on a beaucoup moins de formation en apprentissage qu'un pays comme l'Allemagne, est-ce que c'est une voie qu'il faut beaucoup plus développer, Franck Petit-Demange? Alors, dans le groupe actuel, il est clair qu'on est vraiment engagé dans cette démarche. Je pense que c'est une vraie solution. En effet, l'apprentissage, c'est une possibilité aujourd'hui pour toute personne d'arriver dans un métier, d'apprendre un métier et voire de s'adapter au-delà encore à une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut mettre des gens en apprentissage dans n'importe quelle entreprise, elles vont s'adapter aux besoins, aux méthodes, à la culture de l'entreprise, c'est ce qui est très important, et ça va leur permettre d'évoluer sainement, et ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas changer et qu'elles ne vont pas rebondir sur d'autres choses. En tous les cas, c'est vraiment aujourd'hui une source qu'il ne faut surtout pas arrêter, au contraire qu'il faut développer, il faut nous laisser la main aussi sur ce type d'initiative au niveau des régions, pour qu'on puisse vraiment avancer et mettre ça en place. Je suis tout à fait partisan en tous les cas, et dans le groupe actuel, on pousse et on milite pour aussi cette action. Alors justement, on était au Mondial des métiers aujourd'hui, qui a ouvert ses portes ce matin, et puis qui continue jusqu'à dimanche. Je vous propose de découvrir l'exemple d'un secteur, hein, c'est le secteur lumière, éclairage, avec le cluster lumière. Nous écoutons successivement le délégué général du cluster lumière, Patrick Clerc-Girard, et puis un jeune, justement, Maxence Ellul, hein, du lycée Branly, et qui est en alternance à l'Opéra de Lyon. L'éclairage, la lumière, c'est un métier qui impacte directement l'humain. On voit bien que de toute façon, la vie, on en est entouré au quotidien. C'est quelque chose qui est important. Jusqu'à maintenant, on était un peu conditionné par des éclairages qui étaient volumineux, un décimètre cube, des néons, quelque chose qui n'était pas facile à manipuler. Et puis, on n'avait pas cette capacité à faire varier la température de couleur, la couleur, qui vont être des paramètres qui vont largement influencer les ambiances. La filière éclairage de lumière, ça va être aussi les designers, ça va être aussi les architectes d'intérieur, les architectes, les bureaux d'études. Hein, ça va être un ensemble de métiers qui doivent complètement intégrer la technologie LED principalement, et puis aussi l'intelligence dans la lumière. Alors je suis étudiant en diplôme de métier d'art, option lumière, en alternance au lycée Édouard Branly. Donc je suis en alternance à l'Opéra de Lyon, à Lyon 1er. Donc notre concept d'études, c'est 2 ans après le bac pour apprendre le métier de régisseur éclairagiste. Pour tout ce qui est contrôle, installation de plans lumière lors d'un spectacle ou d'événementiel. Donc par exemple sur le stand du Mondial des métiers, c'est un élève de notre classe qui a composé tous les plans avant et la création sur ordinateur de la modélisation des mouvements des projecteurs de l'éclairage. Et hier, toute l'équipe, donc les 12 élèves de la formation, sont venus au Mondial ici à Eurexpo. On a fait toute l'installation, le branchement, les réglages. On a commencé à prendre en main les logiciels de contrôle.
pour pouvoir contrôler tout l'éclairage par une tablette tactile et pouvoir montrer aux gens comment on fait en temps réel. Voilà, Philippe Valentin, incontestablement, l'apprentissage, c'est une voie qu'il faut développer. Bien sûr, et puis surtout qu'il y a une vraie mutation, c'est que, alors peut-être qu'il faudrait changer le nom, parce que avant c'était apprenti boucher, donc il y a quelque chose parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui sont en alternance, qui fonctionnent plutôt bien, et donc il y a cette culture-là, mais ça mute. Voilà, donc là, les jeunes, au contraire, sont demandeurs en disant, parce qu'il y avait un vieux sujet tabou, moi je le mets sur la table, c'est de dire, est-ce que l'entreprise, c'est son rôle de former ? Voilà. C'est un vrai débat. Donc, et oui, mais pas sur la même ligne que l'éducation nationale, parce que c'est complémentaire. Et le jeune se nourrit de ça. Voilà. Et ça, justement, on a cassé les codes là-dessus, c'est en train de bouger, et les jeunes sont demandeurs. Donc il suffit d'écouter la jeunesse pour dire, ils sont demandeurs, il y a un mouvement, ça va de plus en plus vite. Why not ? Voilà, parce que bien sûr l'apprentissage, il faut le rappeler, ça va on l'a vu aujourd'hui, de bac-3 à bac plus 5, plus 6. Je crois aussi que c'est notre rôle aussi, en tant que professionnel de l'emploi, d'aller parler de ça dans les écoles. C'est-à-dire que c'est important aussi d'aller rencontrer les jeunes pour leur expliquer, revaloriser certains métiers, revaloriser les méthodes d'arriver sur le marché de l'emploi, l'apprentissage, parce que tout n'est pas en effet qu'avec des masters ou des diplômes de haut niveau. On peut vraiment faire des choses extraordinaires en passant par l'apprentissage. Donc c'est aussi notre rôle d'aller revaloriser les choses et d'aller leur parler, d'aller les rencontrer. C'est ce qu'on peut faire aussi sur la région, ce que je peux faire, pour pouvoir donner un peu de dynamique et peut-être des idées. Et l'apprentissage, c'est en fait une opportunité formidable pour un candidat de découvrir un contexte d'entreprise et pour une entreprise également d'apprendre à connaître, parce que souvent un recrutement réussi, il ne l'est pas que sur le savoir-faire, il l'est beaucoup sur le fait qu'il y ait une vraie correspondance de valeurs et que le savoir-être soit correspondant et que les attentes de l'entreprise matchent avec celles du candidat. Donc l'apprentissage, il est à développer pour toutes ces raisons, parce qu'en fait on donne l'accès à l'entreprise sans avoir à s'engager pour l'entreprise et souvent ces essais-là se transforment en CDI. On le vit nous au sein de notre entreprise, on a plus de 1000 permanents au sein du groupe Adéquat. On a à peu près 10% de nos salariés qui ont intégré l'entreprise à travers ce mode d'apprentissage et qui est autant un apprentissage de l'entreprise qu'un apprentissage du métier. Daniel Meyer, et puis je donnerai la parole à Corentin Raymond pour une initiative très intéressante, des écoles de production. Pour l'alternance, qu'il y a le contrat d'apprentissage pour les jeunes et le contrat de professionnalisation pour les adultes, qui en gros est de l'alternance pour la professionnalisation d'un adulte. Aujourd'hui, on espère que dans la réforme, effectivement, il y aura des évolutions, parce qu'aujourd'hui, le contrat de professionnalisation revient plus cher que le contrat d'apprentissage. Donc c'est un frein aujourd'hui. En attendant, nous avons chaque année des forums de rencontres où des entreprises cherchent des demandes d'emploi pour entrer en contrat de professionnalisation. On fait ça très couramment. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est un emploi garanti. À partir du moment où on rentre sur un contrat d'apprentissage, on a très peu d'échecs, les gens y restent. Et alors, vous avez peut-être entendu d'un mot que j'aime beaucoup, qui est le figital. En fait, on parle beaucoup de digital, mais il ne faut pas oublier que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, comme vous l'avez très justement dit, vous voyez un métier qui est expliqué sur un écran de télé, vous dites oui, ça me plaît, sauf que si vous n'avez pas rencontré l'employeur qui vous dit faut être là à 6 h du matin quand le camion s'en va pour le remplir, vous n'avez pas compris la moitié du métier. Donc il y a aussi une partie digital, physique et digital. Tout à fait, où effectivement il faut accompagner la personne sur une perception plus réelle, plus terre à terre du métier qu'il recherche. Alors il y a des initiatives qui sont prises, on a parlé de l'apprentissage, encore une autre initiative, ce sont les écoles de production. Corentin Raymond, expliquez-nous ce que sont ces écoles de production, qui les a créées, comment ça fonctionne. C'est la région lyonnaise en 1882, donc c'est 130 ans d'existence, et un développement régulier jusqu'à aujourd'hui, 25 écoles au niveau national, 10 en Rhône-Alpes, 15 hors Rhône-Alpes, dans une dizaine de métiers. Donc des métiers en tension, avec une offre pédagogique qui est particulière, qui est basée
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau club des entrepreneurs. La croissance redémarre et les entreprises qui veulent recruter disent rencontrer les pires difficultés pour embaucher sur des postes à pourvoir immédiatement. Cela fait des années, voire des décennies que l'on parle de métiers en tension, mais avec le retour de la croissance économique, le sujet devient crucial dans beaucoup de secteurs. TLM a donc décidé d'y consacrer son club des entrepreneurs de ce soir. Ces entreprises qui veulent recruter et qui n'y arrivent pas, c'est le thème de notre émission avec 5 intervenants sur ce plateau. Tout d'abord Philippe Valentin, président de la délégation de Lyon de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi bien sûr chef d'entreprise. Avant tout. Voilà, dans le secteur du bâtiment. Du bâtiment. Merci d'être avec nous. Également Daniel Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du partenariat du développement économique pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça? Tout à fait. Et ça regroupe quelles activités? Les activités effectivement de relations extérieures avec les entreprises, avec les partenaires que sont la région, les CCI, les chambres de métiers, mais aussi les agents d'emploi, donc l'intérim et puis enfin toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le recrutement et pour justement arriver à fournir toute la main-d'œuvre dont nous avons besoin dans les entreprises aujourd'hui. Alors justement, vous évoquiez l'intérim. On a un représentant d'une entreprise importante dans cette région, une entreprise lyonnaise, Jérôme Rieux, directeur général du groupe Adéquat. Bonsoir. Voilà, en quelques mots, Adéquat. Eh bien, Adéquat, d'abord, c'est une entreprise lyonnaise qui a été créée par Jean-Marc Brun, voilà, qui est encore fortement présent dans le groupe puisqu'il l'inspire. Adéquat, c'est 250 agences en France d'emploi. 2 marques importantes, une pour le travail temporaire, une pour le recrutement. Et puis c'est une entreprise qui est dynamique, qui fourmille de projets, avec actuellement la finalisation de 2 acquisitions à l'international, une au Canada, une en Irlande. On avait démarré la Belgique l'année dernière, donc le groupe va bien et elle rencontre effectivement les problèmes que vous venez d'évoquer. Et dont on va parler plus en détail maintenant. Ce soir, bien sûr. Merci beaucoup. Franck Petit-Demange est avec nous également, directeur régional du groupe Actual. Bonsoir. En quelques mots, ce groupe Actual. Alors, le groupe Actual, c'est aujourd'hui 210 agences. C'est aussi des cabinets de recrutement, ce qui s'appelle Actis. Et puis avec un développement aussi, un fort développement économique, où on a aussi fait de la croissance externe récemment. On vient de reprendre un groupe sur les Antilles, les DomTom. Donc on est vraiment dans une démarche de développement. C'est un groupe qui est aujourd'hui en fort développement. Et puis avec nous aussi Éric Monget, notre partenaire média, Flash Info, qui nous donnera quelques informations publiées récemment sur des entreprises qui recrutent, bien sûr. Oui, bonsoir. En effet, beaucoup d'informations dans des domaines d'activité variés. Voilà, donc que des bonnes choses en fait. Voilà, on dira tout ça à la fin pour garder le suspense. À vos côtés, Corentin Raymond, délégué général des écoles de production. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Les écoles de production, 25 écoles au niveau national qui travaillent sur les métiers en tension, principalement le bâtiment, l'industrie, la restauration et maintenant le digital aussi, le numérique. Très bien, merci à vous. Merci bien sûr aussi aux étudiants nombreux présents dans le public ce soir. Étudiants de l'ESSEMA, de l'IDRAC, de Digital Campus, de l'IFAC, de l'EFAP, de Made in et de l'ISCOM. Merci à eux d'être présents. Bien sûr, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Club des entrepreneurs. On va peut-être commencer par un état des lieux, Daniel Meyer. Quand on parle de ces entreprises qui ont des difficultés à recruter, de métiers en tension, on parle de combien d'emplois alors à l'échelle de l'ensemble du pays et à l'échelle de cette région Auvergne-Rhône-Alpes? Donc, notre directeur général, Jean Basser, est intervenu à nombreuses reprises depuis quelque temps déjà sur les difficultés de recrutement, et donc ce qu'on appelle un peu pudiquement les offres non pourvues, qui correspondent très exactement en fait aux offres où l'entreprise a abandonné son recrutement parce qu'elle n'a pas trouvé de personnel. Ce nombre aujourd'hui, dans les offres que nous traitons, est de 150 000 offres par an. Donc sur l'année 2017. En réalité, on sait bien que nous ne traitons pas toutes les offres, puisque au niveau de notre système d'information, nous avons un système d'agrégation des offres qui permet, sur le site pôle emploi.fr, à la fois de traiter et de présenter les offres que nous recueillons à Pôle emploi et les offres partenaires. Et dans ce cadre-là, l'évaluation qui est faite par notre direction statistique est plutôt aux alentours entre une fourchette de 220 000 à 330 000 offres.
Donc on voit effectivement l'ampleur. Voilà. On entend parler de chiffres parfois qui montent à 300, 400 000. 330 000, on n'est pas loin de ce qu'on entend. Voilà. Donc c'est la fourchette haute, je dirais, aujourd'hui. Mais on va voir effectivement que peut-être ce chiffre peut encore augmenter. Donc clairement, si on raisonne 3,5 millions de chômeurs, ça veut dire qu'il y a quand même 10% de chômeurs qui, théoriquement, pourraient trouver un emploi tout de suite. Qui est tenu depuis des années, effectivement, et l'adéquationnisme aujourd'hui entre la demande d'emploi et l'offre d'emploi n'est pas aussi simple, mais je pense qu'on va en parler par la suite, parce que c'est pas simplement une équation mathématique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on en parlera sans doute aussi, sur la demande des entreprises. Et si on raisonne à l'échelle de la région ? À l'échelle de la région, on est entre 28 000 et 46 000 offres qui n'ont pas, effectivement, qui ont été abandonnées par les employeurs, faute de candidats, pour différentes raisons, parce que soit le candidat n'avait pas la formation, n'avait pas l'expérience, n'avait pas le diplôme. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'offre a pu être abandonnée. Alors je voulais juste remettre dans le contexte, donc 28 000, 46 000 offres franchement abandonnées, non pourvues par rapport quand même sur le site pôle emploi.fr, après 1 million d'offres en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont passées par le site entre nos offres et les offres agrégées. Donc très exactement 488 000 passées par Pôle emploi. Donc on voit effectivement, même si ces chiffres est important, il faut le remettre aussi dans le contexte général où nous complétons cette analyse aujourd'hui parce que nous appelons ce qui existe depuis très longtemps, qui est une étude déjà faite avant la création de Pôle emploi, notamment avec le CREDOC, aujourd'hui qui s'appelle BMO. Besoin de main-d'œuvre que nous faisons chaque année, qui se fait entre octobre et décembre, et dont les résultats sont connus au mois d'avril. Donc je n'ai pas les résultats en avril pour cette année. Par contre, j'ai les résultats de 2016, sur lesquels, évidemment, nous interrogeons les entreprises par rapport aux besoins en 2017. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que globalement, on avait déjà plus 5% de déclarations d'embauche, de déclaration de volonté d'embaucher quelqu'un en début 2017, donc pour l'année 2017 par rapport à l'année 2016. Et quand on leur pose la question aux employeurs, aux recruteurs, est-ce que votre recrutement sera difficile, de 38%, on est passé à 40% de gens qui estimaient déjà, donc en fin 2016, que le recrutement en 2017 sera difficile. Donc on voit que cette croissance a déjà une petite histoire et qu'elle est en train peut-être de s'emballer. Voilà, on peut dire que clairement c'est quelque chose que vous mesurez du doigt tous les jours. Alors Philippe Valentin, à la fois avec vos responsabilités à la Chambre de commerce et d'industrie et puis en tant que chef d'entreprise. Oui, tout à fait. C'est assez inédit, c'est que le climat est bon, la confiance elle revient. Dans le bâtiment, on la mesure tous les jours. Et il y a un paradoxe, c'est qu'on pourrait supposer que c'est super, ça y est, on est sur une lancée. Et quoique au niveau de la correspondance par rapport à avoir des ressources, des nouvelles ressources, ça coince et ça coince. Donc c'est assez déstabilisant parce que la préoccupation première, c'était de prendre des affaires. On les a, les carrés de commandes sont plutôt bien remplis. Et c'est la difficulté de pouvoir les réaliser. Donc avec toutes les peines du monde, pour des questions diverses et variées, donc qui va être débattues. C'est assez perturbant parce que ça fait dans le bâtiment, ça fait quelques années, on est plutôt dans la souffrance. Et là, il y a un go qui est parti, et puis on est scotché un petit peu parce qu'il y a la matière qui est pas là et des gens de talent, ça ne remet pas en question les personnes, mais c'est une vraie difficulté au quotidien. Jean Morieux, c'est quelque chose que vous mesurez bien sûr aussi tous les jours. Alors quand il y a reprise économique, on commence déjà peut-être par faire appel à l'intérim avant de peut-être recruter en CDI. Effectivement. Forte demande pour vous. Dans notre métier, en fait, nous sommes très tributaires de la bonne santé des entreprises. En fait, dans notre activité, on amplifie les phénomènes. Quand une entreprise va bien, on va bien. Quand elle va mal, on va très mal. Nous, on est toujours un petit peu aux extrêmes et on est rarement dans une situation qui nous permette de répondre favorablement à l'ensemble de nos demandes. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on cumule un petit peu deux données. D'une part, la reprise économique qu'on a évoquée. Quand une entreprise a un carnet de commandes qui est important, eh bien, en fait, soit elle sous-traite, soit elle embauche. Et donc, elle fait appel à des entreprises comme nous. Ajouter à cela à la dynamique du groupe, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes et qu'il est très frustrant de ne pas pouvoir les satisfaire dans son ensemble. Ça concerne d'ailleurs, y compris le groupe Adéquat qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est en pleine forme, recrute. Et même nous,
parfois on a du mal à trouver les personnels nécessaires. Ce qui fait qu'en fait on observe une situation assez inédite où finalement le rapport de force a complètement changé. Auparavant, une entreprise, elle cherchait ou elle séduisait les compétences spécifiques. Aujourd'hui, en fait, c'est le candidat, et quelle que soit sa qualification, qui a le choix. C'est plus l'entreprise qui choisit son candidat. Absolument. C'est le candidat qui. Absolument. Et donc, il faut probablement repenser, et on l'évoquera, notre façon de parler aux demandeurs d'emploi. Et de se dire comment on peut essayer de faire correspondre un peu ces demandes. Entre d'un côté, c'est un paradoxe complètement dingue, vous avez des entreprises qui ont des emplois à proposer, de l'autre, des gens qui sont sans emploi, et c'est un vrai drame. Et donc, il y a probablement des attentes de la part des demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à rejoindre celles des entreprises, d'où le rôle de tous les acteurs qui interviennent dans le monde de l'emploi, comme le groupe Adéquat, pour essayer de fluidifier et de créer les conditions pour qu'on arrive à faire correspondre un besoin d'un entrepreneur et de créer des conditions de rêve pour les demandeurs d'emploi. Sans doute la question aussi de la formation en tant que telle. Alors oui, on aura l'occasion d'y revenir. Franck Petit-Demange, à votre niveau, vous mesurez que c'est un problème d'une ampleur de plus en plus importante? Oui, c'est un problème évidemment général, hein. C'est vrai qu'on le mesure. On est en plus dans une région extrêmement dynamique, hein. La région Rhône-Alpes, c'est quand même le deuxième bassin économique français, donc c'est évident que sur un bassin comme le nôtre, on le ressent peut-être encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se doit d'être innovant, parce que sinon, le défi va être vraiment très important dans l'avenir. Et pas dans l'avenir dans 10 ans, hein, dans les 5 ans à venir, on va tomber vraiment sur des problématiques encore plus importantes. Et on se doit aujourd'hui d'être innovant, de s'unir un peu tous pour trouver des solutions et répondre à ces problématiques, sachant, on sait que dans les 5-10 ans à venir, la majorité des métiers émergents qui vont arriver ne sont pas encore connus, et donc il va falloir révolutionner un peu le monde.